Bonsoir à toutes et à tous. Nous recevons sur ce plateau le député national Constantin Mbenguele-Kwete, une émission spéciale et il se livre devant la presse. J'ai avec moi mes confrères de la radio Top Congo, mais aussi de Congo Web qui sont avec moi, avec qui nous allons échanger à cœur ouvert sur tous les sujets d'actualité, tout ce qui touche à la gestion au quotidien du pays, à la gestion de l'entité administrative où il a été élu, le territoire de Bouéka, mais aussi son passé. C'est un mandataire de l'État. Vous le savez très bien, il a eu à gérer les fonds de promotion de l'industrie. Beaucoup de questions subsistent encore sur la gestion. Il va nous éclairer, nous donner les détails sur tout ce qui s'est passé et d'autres questions également qui seront évoquées au fur et à mesure que nous allons évoluer dans le débat. Bonsoir, monsieur le député national Constantin Mbenguele-Kwete. Bonsoir, monsieur le journaliste. En forme, si on peut le dire ainsi. Très en forme. La première des questions, actualité oblige, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a tenu un discours qualifié de magistral du haut de la tribune des Nations Unies à la 76e Assemblée Générale. Votre lecture par rapport à tout ce qui a été dit? Une modeste personne. Chaque fois qu'il y a un sujet d'actualité ou il y a un sujet qui concerne la gouvernance du pays ou même parfois un sujet qui nous intéresse personnellement, nous sentons que la presse congolaise a toujours été proche de nous. C'est une marque d'estime, c'est une marque de sympathie, c'est une marque de confiance. Et donc je vous dis merci et je remercie toute la presse congolaise à travers vous. Le chef de l'État s'est adressé au monde. Il s'est adressé au monde à travers l'Organisation des Nations Unies. Je crois qu'il faut d'abord féliciter le chef de l'État parce que ce discours magistral, il y a très longtemps que nous l'avons entendu. Je crois que c'est un des rares discours après celui que nous avons entendu vers les années 73 du temps de l'ancien président Mobutu. Ce discours a quand même porté très haut la voix du peuple congolais. C'est vrai que, bon, je n'ai pas une lecture particulière, mais ce que je retiens, c'est que le chef de l'État a le mérite de replacer dans l'orbite internationale la diplomatie congolaise. Le chef de l'État se fait entendre, il fait entendre la voix du peuple congolais dans la plupart des réunions, des meetings internationaux. Et ça, c'est un bon signe. C'est un bon signe, ça rend même le pays un peu plus fréquentable. On parle de ce discours, mais la semaine prochaine, il y a la pré-COP 27 qui sera organisée pour la première fois dans notre pays. Tout ça, c'est à mettre dans le cadre de la diplomatie agissante du chef de l'État. C'est vrai que le discours, bon, les sujets sont les mêmes. Le problème le plus épineux au Congo, c'est celui de l'insécurité à l'Est. Cette insécurité qui dépouille le peuple congolais de toutes ses forces vives, de ses énergies pour le développement pacifique et prospère de notre pays. Le chef de l'État n'est pas allé par quatre chemins, comme dans beaucoup de meetings, il a eu à dénoncer, il a eu à condamner l'ingérence extérieure à travers les groupes armés qui sèment la panique, la mort à l'est de la République démocratique du Congo. Il a proposé un certain nombre de solutions qui sont celles contenues à travers l'accord de Nairobi, qui sont aussi des solutions de dialogue entre pairs. Et nous avons vu, il s'est réuni avec son homologue du Rwanda, à côté, sous la présidence, sous la coordination du président français. Ça, c'est une très bonne chose. Le chef de l'État est revenu aussi sur la croissance économique, la gouvernance du pays en général. C'est vrai qu'il faut parler de l'insécurité, mais il faut parler aussi de la gouvernance du pays. Et là, tout le monde peut voir à travers ce que nous observons tous les jours que, bon, si le Congolais n'a pas encore réellement senti dans son assiette l'éclosion ou l'augmentation des recettes
public de l'État, oui. Mais au moins... Surtout sur ce point-là. Mais au moins... qui existe entre les chiffres donnés et la situation sociale. Oui, mais au moins... je vais y arriver. Mais au moins, une chose est vraie, nous qui analysons les chiffres, nous qui savons lire les chiffres, en tout cas, le budget de l'État congolais est parti de 4 milliards à 12 à 13 milliards. Bientôt, nous allons examiner le projet 2023 pour à peu près 15 milliards de dollars. Et ça, c'est un point positif qu'il faut mettre dans l'actif du chef de l'État et sur lequel il est revenu. C'est vrai, vous parlez du peuple congolais qui ne ressent pas encore les effets. Mais laissez-moi vous dire que, vous savez, nous sommes tous des intellectuels. Vous ne pouvez pas s'aimer aujourd'hui et récolter aujourd'hui. Le mal chez nous, c'est que nous n'avons pas beaucoup de patience. Nous voulons s'aimer aujourd'hui et récolter aujourd'hui. Non. Lorsque le budget de l'État augmente, mais ce budget ne va pas être totalement englouti dans le fonctionnement ou dans les rémunérations. Il y a une grande partie du budget qui est englouti dans l'investissement. Et l'investissement, vous ne pouvez ressentir que les effets que dans au moins 3 ans. Entre le moment où vous placez et les résultats de l'investissement, il y a un temps. Aujourd'hui, ça ne peut pas se sentir, mais demain, ça se sentira et les générations futures en bénéficieront. Ce n'est pas que nous, aujourd'hui même, parce que le budget a augmenté, non. Il y a eu des augmentations salariales qui ont été faites, tout le monde le sait, ce n'est pas le sujet à l'ordre du jour aujourd'hui, mais reconnaissons quand même que les chiffres-là sont des chiffres réels. Et moi, je vous dis, en tant qu'économiste, en tant qu'ancien rapporteur adjoint de la Commission économico-financière de l'Assemblée nationale, et aujourd'hui, président même de la Commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable, je vous dis que ce pays, nous pouvons nous permettre de fonctionner avec un budget de 100 milliards. Je sais de quoi je parle. Les fonds de promotion de l'industrie, l'entreprise étatique qualifiée des fleurons de l'industrie du pays, aujourd'hui, cette entreprise se trouve dans quelle situation? Et si vous pouvez, d'une manière rétroactive, nous parler également de votre gestion, de votre passage au sein du fonds de promotion de l'industrie. Je ne sais pas pourquoi vous me demandez de parler de l'état dans lequel se trouve le FPI aujourd'hui. Je ne pourrais pas vous répondre à cette question. Je vous décevrai peut-être, parce que pour moi, le FPI, c'est du passé. Le FPI, c'est du passé, et je ne sais pas pourquoi vous voulez toujours me coller le FPI à ma peau. Vous n'êtes pas seul, partout où je passe. Les gens n'ont jamais réalisé. Il y a 6 ans, 7 ans, j'étais DG du FPI. Maintenant, je suis député national, et encore que député national, président d'une grande commission. Je crois que je me sens très bien dans ma peau de député national, d'honorable député national, que de me réduire toujours à la direction générale du FPI. Mais puisque vous me donnez l'occasion d'en parler, bon, je vais revenir peut-être sur mon passé, mais sur la situation actuelle, je ne pourrais peut-être pas vous en parler. De votre bilan. Et quand on parle bilan, on a les passifs. Oui. L'actif, bien sûr, bien sûr. Je vais vous dire une chose. Je suis fier, je suis très fier de moi-même. Je suis très fier de mon épouse et de mes enfants qui m'ont toujours accompagné chaque jour. Je suis très fier de mes collaborateurs qui m'accompagnent et de tous ceux, politiques et autres, qui m'ont soutenu pendant mon mandat à la tête du FPI. Lorsque j'ai été nommé DG du FPI, ADG du FPI, parce qu'à l'époque c'était administrateur délégué général, c'était un certain 12 janvier 2008. C'était un samedi. J'ai fait la remise de reprise le vendredi qui suivait, c'était le 18 juin, le 18 janvier 2008. Je ne vais pas vous brosser l'état dans lequel j'avais pris le FPI, mais je peux vous dire que le FPI était déficitaire. Quand moi j'ai fait la remise de reprise, le FPI présentait un déficit financier de plus de 3 millions de dollars.
le FPI n'avait pas beaucoup d'infrastructures immobilières propres. Le personnel du FPI, ce n'était pas un personnel suffisamment formé. Le FPI n'avait que deux, je dis bien deux petits vieux ordinateurs. Je me demande à peine s'ils fonctionnaient. Bien que moi-même, je ne maîtrise pas les domaines de l'informatique, mais il n'y avait que deux. Je n'ai pas peur d'être contredit par qui que ce soit. Les agents du FPI sont là, vous pouvez vérifier ça. La première chose, j'ai fait une analyse de cette situation du FPI et j'ai pensé à des actions que j'allais entreprendre rapidement. J'ai analysé d'abord les déficits. Vous savez, rien que ce déficit de plus de 3 millions de dollars, les frais bancaires, s'il vous plaît, les frais bancaires représentaient à eux seuls 12% de ce déficit. Ça veut dire les ajouts, les commissions et autres frais que les banques retiennent. Je ne veux pas vous dire ce qu'il y avait dedans. Et j'ai entrepris les contacts avec les banques commerciales. Et je ne vais pas vous dire ce qui m'avait été proposé comme schéma. Et j'ai renoncé à ce schéma-là. Je voulais, moi, la rentabilité du FPI comme institution financière, rien d'autre. Mais je pense que si je m'étais inscrit dans ce schéma-là, après 9 ans de gestion du FPI, je serais milliardaire aujourd'hui. J'ai travaillé avec l'équipe qui était mise en place et nous avons tout fait pour réduire au strict minimum ces frais financiers. Nous nous sommes lancés dans le programme d'informatisation du FPI. Aujourd'hui, vous pouvez aller au FPI, vous pouvez avoir les chiffres des recettes de Lubumbashi, de Matadi, de Kinshasa, de Kananga, de Goma, partout au Congo. C'était impossible, c'était des choses impossibles. C'était un mythe au FPI. Qu'on nous reconnaisse au moins le peu de choses que nous avons faites, plutôt que de nous vilipender tout le temps. Y avait-il des pesanteurs? Laissez-moi un peu continuer sur cette question. Nous avons dit informatiser la gestion du FPI, intégrer la gestion du FPI, de sorte que au sein du FPI central, le chiffre qui est dans telle direction doit être le même que celui qui se retrouve à la direction financière ou à la direction des projets ou à la direction des recouvrements de la taxe et consorts. Mais ça, c'est une grande première. Et nous sommes fiers d'avoir été les timoniers de cela. Nous avons, nous, mis le FPI sur le même niveau que beaucoup d'autres institutions financières, africaines, régionales et même mondiales. Nous avons participé à plusieurs réunions, plusieurs ateliers, plusieurs séminaires de la Banque africaine de développement, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international. Qui avait fait ça avant nous? Je vais connaître, je veux savoir. Quel DG du FPI avant nous a déjà siégé, participé à ce genre de conférences? Nous avons pris une part active en tant que membre de l'Association africaine des institutions de financement du développement. Et c'est ça qui nous a conduit à travers le monde. Et c'est ça qui a fait connaître le FPI, non seulement au Congo, mais à travers le monde. Aujourd'hui, ceux qui en bénéficient, c'est la roue de l'histoire, c'est tout à fait normal. Mais qu'on nous le reconnaisse au moins, plutôt que de nous vilipender sur un montage machiavélique. Nous avons fait former le personnel du FPI. Vous savez qu'il y a nous avions voulu même décomplexer le personnel du FPI. Vous savez, si un agent d'une institution financière est en face d'un Français, d'un agent français, belge, américain, qui lui parle par exemple d'une autoroute, ou qui lui parle par exemple de TGV,
Alors que les Congolais, l'agent congolais ici, ne sait même pas ce que c'est un TGV. Mais nous avons envoyé ces gens se former dans des grandes institutions comme à l'ICHEC. Et ça, je dois reconnaître que l'honorable présidente Mabunda qui m'avait précédé était la première à envoyer des agents du FPI à l'ICHEC. Nous en avons envoyé en Italie, en France, aux États-Unis. Et aujourd'hui, ça continue. C'est une très bonne chose. Nous avons... Le FPI était locataire. Bon, je me suis toujours demandé comment moi, dirigeant d'une entreprise publique, l'État me confie un mandat, moi j'ai construit une maison ou des maisons pour moi, mais l'entreprise qui me paye est locataire. C'est vrai que nous avons notre siège de Lukusa, mais qui n'était pas un siège adapté à une institution financière. Mais à part ce siège de Lukusa, partout ailleurs, nous étions des locataires. La direction provinciale du Katanga, c'était à peine une maison qui sointait partout. Il n'y avait pas. À Boma, partout. À Goma, nous avons construit. À Kinshasa, nous avons construit les détours jumelles qui avaient été qualifiés de véritables immeubles intelligents par rapport à tout ce que vous savez. Donc, nous avons travaillé. C'est vrai. En dehors de tout ça, nous avons financé l'activité productive. Vous savez combien de projets ont été financés et réalisés, soit totalement, soit partiellement, à travers le Congo. Et d'autres qui n'ont jamais vu le jour. Mais ce n'est pas la responsabilité du FPI6. Des politiques et autres. Je vais y arriver. Tout ça, on va en parler. Mais il y a eu beaucoup de projets et nous avons été plusieurs fois avec des journalistes sur terrain. Ils ont vu, ils ont filmé, ils ont montré. Ça avait été fait. C'est grâce à cela que le peuple congolais a su ce que c'est le FPI, a connu l'importance du FPI. Il y a même un haut responsable de ce pays, je tais le nom, mais un très haut responsable, un responsable d'une institution, qui a dit, mais tiens, moi je ne savais pas ce que c'est cette entreprise. Je croyais que c'est un truc où les gens perçoivent les taxes, se payent des salaires, mais je ne savais pas que cette entreprise pouvait financer le développement industriel du pays. Et même ceux qui en ont joué après nous. Mais ce sont les mêmes qui, quand ils étaient de l'autre côté, ils nous combattaient, ils combattaient la taxe de promotion de l'industrie. Mais quand ils ont été désignés pour nous succéder, ils ont changé de langage. Ça veut dire que nous avions raison. Et qu'on nous reconnaisse cette raison jusqu'à ce jour. Qu'on reconnaisse notre intelligence, notre savoir-faire. C'est vrai que nous ne sommes pas des parfaits. Nous avons commis des erreurs dans la gestion. On ne peut pas gérer et avoir les mains totalement propres. C'est vrai. Mais au moins, la balance pèse du côté positif. Si il y a eu des opérateurs économiques qui n'ont pas remboursé les fameux 140 millions de dollars pour lesquels on a fait un faux montage. Mais vous savez qui a fait ce montage-là? C'est un groupe de 3 ou 4 personnes en mal de gloire, en mal de positionnement politique, qui ont boutiqué ce montage-là avec un député national de leur famille politique pour dire que la DG du FPI a détourné 140 millions de dollars. Vous avez suivi comment l'honorable Likinda, celui-là même que ce groupe de personnes avait utilisé il y a 6-7 ans pour nous vilipender, pour dire que nous avions détourné, le même, parce que Dieu est Dieu. Hein. On ne s'amuse pas avec les enfants de Dieu, s'il vous plaît. Et surtout, soyons corrects, les intellectuels congolais, surtout nous, les acteurs politiques. Mais allez demander à Likinda si, quand il est passé à la même tribune, où il m'avait vilipendé il y a 7 ans, posez-lui la question si moi je lui avais demandé de faire ça, ou si quelqu'un d'autre lui avait demandé de faire ça. Vous avez, vous, les journalistes, le devoir d'informer la population congolaise. Parce que moi, j'ai parfois pitié des journalistes qu'on instrumentalise et qui font passer n'importe quel message à la radio, à la télévision. Ça fait mal de voir que, non, des intellectuels. Écoutez, respectez-vous, monsieur. La faim ne tue pas. Si vous avez faim chez vous, bon,
Mangez même le matembele, ça passera. Ça passera. Ou contactez ceux qui peuvent vous aider, s'il y en a qui peuvent vous aider. Mais acceptez que des gens vous instrumentalisent, je ne sais pas, moyennant des espèces sonnantes et trébuchantes, je ne sais pas, pour déformer la vérité et présenter autrement les choses, les choses telles qu'elles se passent. Non, ça vous diminue, ça vous fait perdre votre personnalité et ça hypothèque non seulement votre avenir, mais même l'avenir de votre famille, de vos enfants et consorts. C'est les 140 millions, je le répète pour ceux qui veulent l'entendre, que Likind l'a bien dit, il nous a présenté des excuses, il a dit que les 140 millions représentaient la dette cumulée depuis la création du FPI, donc depuis les années 1989-1990, jusqu'en 2015, ça représentait le cumul des arriérés de dettes que les opérateurs économiques devaient au FPI. Moi, je suis un agent de carrière du FPI. J'ai commencé ma carrière au FPI, j'avais 30 ans. Mais j'ai gravi tous les échelons jusqu'à devenir administrateur directeur général. Et avant d'être administrateur directeur général, j'étais administrateur directeur technique. Mandat que j'avais occupé pendant environ 4 ans, avant d'être renvoyé comme directeur des études. Et 2 ans après, j'ai fait le concours. Il y a eu certainement des équilibres politiques, mais j'ai fait le concours. Je suis devenu ADG par concours technique, monsieur. Il faut que les gens le retiennent très bien. Et je suis un homme intelligent depuis ma jeunesse, depuis l'école primaire. Allez à l'école primaire des prêtres où j'ai étudié, mais ils vont vous dire, il n'y a pas longtemps, des gens sont partis à Kakenge. Les gens de mon parti, ils ont vu un chef coutumier qui était 2 ans avant moi au collège Saint-Joseph. Et ils sont allés lui prêcher, lui parler de mon parti politique, Union fait la force. Parce que n'oubliez pas que je suis aussi président national d'un grand parti national, Union fait la force. À Kakenge, vous savez, demander c'est les fiefs de qui? Ils sont allés prêcher les partis politiques à ce chef coutumier. Paix à son âme, parce qu'il venait de mourir il y a 2 mois. Et on parlera de toutes ces choses un jour. Mais vous savez ce que ce chef coutumier leur a dit? Il dit, j'accepte ces partis politiques. Non pas parce que vous venez me prêcher, mais parce que vous me parlez d'un homme que je connais bien. Moi, je le connais mieux que vous, et je vais vous prouver que je le connais mieux que vous. Il est entré dans sa maison, il a sorti mon palmarès, le palmarès du collège Saint-Joseph de Boulongo, quand j'étais en 3e année littéraire. Il leur a montré, j'étais 3e de ma classe. Donc, mon intelligence est innée, c'est naturel. Et je mets cette intelligence au service du développement du Congo, mais aussi à mon service, au service de ma famille. Alors, que ceux qui sont en mal de gloire, que ceux qui plantent, qui financent la plantation ou la culture de maïs dans leur province pour récolter des universités dans d'autres provinces, eh bien, qu'ils continuent leur sale besogne. Nous sommes en train de travailler pour l'avenir, pour la prospérité et le développement du pays. De fermer les yeux par rapport aux caciques du régime Kabila, qui se sont enrichis aussi derrière les fonds de promotion de l'industrie. Des projets qui n'ont jamais abouti. Vous savez, l'ancien président Joseph Kabila, il a été président de la République démocratique du Congo. Moi, je suis chrétien catholique, né catholique, baptisé catholique, marié catholique, même mes enfants mariés, tout ça catholique. J'ai fait une confession de foi. On ne cite pas le nom du chef à tout vent. Tout pouvoir vient de Dieu. Le sénateur Avi Kabila a été président de la République. Je n'aime pas que dans le cadre d'une émission pareille, on cite son nom. Laissez-les en paix
où il est. Pour l'instant, parlons de ce qui nous concerne. On parle également des hommes politiques de l'époque. Oui, des hommes politiques, oui, des hommes politiques, oui, des hommes politiques de l'époque, bien sûr. Mais parce que si vous les citez, vous allez me pousser à citer aussi les noms des gens. Je ne veux pas qu'on cite les noms des gens ici. Nous sommes dans une émission politique. Mais je vais vous répondre à cette question, parlant de pesanteurs politiques. Nulle part au monde, vous ne pouvez exercer des fonctions politiques au public sans qu'il n'y ait des pesanteurs. Les pesanteurs, il y en a toujours. Il y en a toujours. Mais il vous appartient, vous, qui avez le bâton de commandement, de savoir équilibrer les choses. Mais il n'y avait pas de pesanteurs dans le sens où on me dit faites ceci, je le fais absolument. Non. Je dis non là où il fallait dire non. Et là où il fallait apprécier, améliorer, j'ai eu à améliorer. Les pesanteurs politiques, il y en avait. Et on y reviendra un autre jour. Vous avez salué le discours du chef de l'État devant les Nations Unies. Vous avez dit que c'est un discours qu'on a entendu depuis le temps de Mobutu, de son âme. Oui, un bon discours parce qu'il a porté la voix du peuple congolais au niveau des instances internationales, mais sur le plan de l'insécurité qui continue à sévir à l'est de la RDC. Vous avez essayé de parler de l'entretien entre le président de la RDC et son homologue rwandais qui est implicitement cité dans ces dossiers des massacres à l'est de la RDC sous la facilitation d'Emmanuel Macron. Vous pensez que cette fois-ci, Kagame sera juste pour la résolution de ces dossiers à l'est? Vous êtes député national, la population continue à mourir, vous êtes déjà en session. Qu'est-ce que vous comptez faire sur le terrain pour que la population là puisse marier les discours que vous appréciez du chef de l'État d'avoir dénoncé ce qui se passe à l'Est avec la complicité du président rwandais et ce qui doit être fait sur le terrain pour que la solution soit trouvée? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, vous avez salué l'augmentation du budget de la RDC qui est passé de 4 milliards à aujourd'hui. Vous allez évaluer, vous allez traiter la loi de finances 2023 presque 15 milliards de dollars américains. Mais quelque part, vous dites que les fruits, on doit attendre pour qu'on ressente ces fruits-là dans la population. Entre-temps, il y a des institutions qui, elles, sentent déjà les fruits de cette augmentation. Entre autres, on cite votre institution, l'Assemblée nationale. Ça fait un tollé, on parle de 21 000 dollars, de 7 000 dollars. La présidence de la République, n'en parlons pas, c'est toujours à la une avec le dépassement budgétaire. Il y a augmentation du budget, mais il y a dépassement budgétaire. Pendant que le petit peuple doit attendre 3, 4, 5 ans pour ressentir les fruits de cette augmentation. Comment vous évaluez ces parallélismes-là, honorable? Il faut reconnaître que quand il y a un mal, le fait de dénoncer déjà le mal et de pointer du doigt les auteurs, c'est déjà une grande avancée. Parce que c'est des choses qu'on n'a pas entendues, hein, qu'on n'a pas entendues beaucoup, mais qu'on entend de plus en plus. Aujourd'hui, vous avez la mobilisation populaire. Mais quand vous voyez cette population se mobiliser, mais écoutez, il y a toutes les forces vives de la nation. Et dans les forces vives de la nation, il y a la société civile, il y a beaucoup d'institutions, beaucoup de collègues, députés nationaux qui sont dans plusieurs maillons de la société civile. Il ne faut pas que tous les jours... Je viens de l'Assemblée nationale tout à l'heure, du Palais du Peuple tout à l'heure. Je venais de causer avec un collègue qui vient justement du terrain, de l'Est. Mais chacun ne va pas venir tous les jours exposer les petites actions qu'il entreprend sur terrain en tant que député. Je vous dis, il y a beaucoup de députés, principalement c'est des zones qui sont affectées, qui sont sur terrain et qui mobilisent des populations, qui apportent du soutien
logistique à la population, de façon à ce que cette population soit mobilisée derrière les forces armées congolaises. Vous savez, lorsque l'armée a le soutien de la population, lorsque l'armée sent aussi la pression populaire, eh bien, l'armée aussi, elle prend courage. Vous avez, je ne peux pas ici dévoiler certaines choses, mais vous avez des équipes. Vous avez des équipes de députés nationaux qui, de temps en temps, sont dépêchés sur terrain par le président de l'Assemblée nationale avec telle mission ou telle autre. Bon, tout ça, on ne va pas le dire en public dans le cadre d'une mission qui est concentrée sur nos problèmes. Mais je dois vous avouer qu'en tout cas, l'Assemblée nationale, en tant qu'institution, entreprend certaines choses sur terrain. Je dois également vous avouer que les députés nationaux, pris isolement ou personnellement, entreprennent certaines actions de soutien ou de mobilisation de la population et des forces armées congolaises pour vaincre cette insécurité. Bon, s'agissant des effets d'augmentation budgétaire, non, je n'ai pas dit qu'il y a, je n'ai pas dit que le petit peuple doit attendre. Non, il n'y a même pas de petit peuple. Je n'aime pas beaucoup cette expression parce qu'elle a un sens péjoratif. Le peuple, j'aime qu'on parle, qu'on respecte le peuple congolais. Parce que moi, je suis député national, c'est ce peuple qui m'a élu et je les respecte beaucoup. Vous parlez de dépassement budgétaire au niveau de certaines institutions. Oui, je peux mettre ça dans le cadre d'une certaine éclosion, d'une certaine effervescence. Vous savez, lorsqu'il y a, on part d'un système politique, d'un régime vers un autre, lorsque les gens ont été à l'opposition pendant que d'autres étaient au pouvoir et qu'ils accèdent au pouvoir et que les autres vont à l'opposition. Vous voyez un peu ce mouvement, je ne sais pas si je vais dire asymétrique, mais enfin, ce mouvement de transbordement-là peut avoir un effet positif ou négatif dans la gouvernance du pays. Mais le plus important, c'est les efforts qui doivent être faits au niveau d'institutions pour que ces dépassements budgétaires soient maîtrisés, ou si pas maîtrisés, mais en tout cas annulés. Je crois que, bon, vous comme moi, nous ne sommes pas dans le secret de Dieu, mais vous savez que les réseaux ou la presse, que vous représentez, parlent de plus en plus d'une certaine révision, d'un certain remaniement, d'une certaine réconfiguration, si vous voulez, de certaines institutions. Et je crois que cette réconfiguration-là est faite avec, entre autres, comme préoccupation, ce genre de dépassement budgétaire. L'Assemblée nationale, bon, je ne vais pas revenir sur ce problème de 21 000 dollars que vous avez évoqué. Je crois qu'il y a eu plusieurs personnes qui se sont déjà prononcées sur ces dossiers-là. Le président de l'Assemblée nationale lui-même s'est exprimé à travers son directeur de cabinet, je crois que c'était clair. Même le ministre des Finances, celui-là même qui débloque. Vous savez, il n'y a pas de secret. Vous pouvez aller au ministère des Finances, demander les comptes de l'Assemblée nationale. On va vous donner toutes ces informations. Vous êtes la presse, c'est ouvert. Ne vous laissez pas embarquer dans les bateaux de politiciens que nous sommes, parce que les politiciens sont dangereux. Bon, moi, je ne suis pas un politicien politique. Moi, je suis, par nature, je suis un manager, je suis un expert. J'ai fait toute ma carrière dans le secteur de gestion privée et publique. J'ai été pendant longtemps dans le secteur privé et je suis venu dans le secteur de gestion publique. Maintenant, je n'ai jamais imaginé qu'un jour je ferai la politique parce que moi, c'est les chiffres 1 plus 1 est égal à 2, ça s'arrête là. Bon, maintenant, comme les politiciens eux-mêmes, ils m'ont vilipendé en m'interpellant à l'Assemblée nationale, j'ai voulu les défier en les rejoignant là-bas, en leur montrant que je suis capable de faire mieux que ce qu'ils ont fait. C'est comme ça que je suis allé les combattre aussi sur leur terrain et je les ai gagnés. 2 semaines après, c'est une réquisition au nom
de M. Mbengele, Constantin Mbengele. Quand on m'appelle, je dis, tiens, une réquisition à mon nom. Bon. Les jours suivants, j'appelle l'inspecteur judiciaire qui était allé déposer cette réquisition et qui avait mis la mention suspension des travaux sur... je l'appelle. Je lui dis, première chose, moi je suis un député national. Il y a une juridiction qui a la capacité juridique de m'entendre. Donc, s'il y a quelqu'un qui se plaint à mon sujet, je ne sais pas pour quelle affaire, il doit se plaindre à la Cour de cassation. Et encore que la Cour de cassation devra obtenir toutes les autorisations de l'Assemblée nationale pour que je sois entendu. Mais, ah non, moi je ne savais pas que vous... Ça, c'est l'inspecteur judiciaire. Il prétend qu'il ne savait pas que je suis député national. Pourtant, il connaît bien. Bon, là, ce n'est pas un problème. Alors, je lui dis, mais qu'en est-il? Il dit, non, il y a un avocat qui est venu se plaindre ici, que vous lui avez ravi le terrain familial. Je dis, non, moi je ne connais pas cette histoire. Je sais qu'il y a une société où les membres de ma famille participent, qui fait une station, mais ça n'a rien à voir avec moi. Non, mais il semble que vous êtes le géniteur. Je dis, mais je peux avoir donné une idée. Je peux avoir conseillé. Mais ça ne veut pas dire que je suis... C'est moi qui suis opérationnel sur le terrain. Il y a un gérant, il y a des responsables que vous pouvez interpeller. Oui, ça va, je vais interpeller votre gérant. Vous pouvez me l'envoyer, mais cet avocat voudrait vous rencontrer. Je dis, mais rencontrez-moi. Bon, il dit, c'est un avocat. Je dis, c'est un intellectuel, il veut me voir. Bon, d'accord. Cet avocat est venu à mon bureau, accompagné d'un autre avocat. Je les ai reçus samedi, je crois, il y a 2 semaines à mon bureau. De 16h jusqu'à 19h. Il m'a brandi un texte, soi-disant un arrêté, signé par le ministre des Affaires foncières en 1993. Retenez bien la date. En 1993. Cet arrêté accordé à son défunt père, à titre précaire, le droit d'ériger une station à cet endroit-là, en 1993. Et encore que, bon, là, je doute encore, il faut qu'on vérifie, un arrêté ministériel, même s'il est vieux, il est de 1993, je crois il est sur un papier en tête du ministère. Mais là, c'était sur des papiers duplicateurs, c'est comme si c'est des gens qui ont saisi un texte et puis le ministre a signé ou on a imité la signature. Bref, je ne remets pas ça en cause, mais j'ai vu quand même sur le plan de la forme, tout ça, qu'il y avait quelque chose qui clochait dans ce texte. J'ai dit alors, monsieur, vous êtes des avocats? Oui. Vous avez étudié le droit? Oui. Vous, à l'université de Kinshasa? Oui. Je dis, ah bon? Bon, moi je ne suis pas juriste comme vous, je suis économiste, mais lorsque je lis votre texte, lorsque je regarde, je constate quand même qu'il y a des anomalies. Et en plus, sur le plan du fond, vous êtes des juristes. Lorsque l'État vous cède un droit de propriété sur un terrain, si après 3 ans, vous n'avez pas fait la mise en valeur, l'État peut récupérer et céder à une autre personne. Vous, l'État vous cède d'ériger une station. Pendant 30 ans, vous n'avez rien fait. Alors que si vous aviez érigé une station à cet endroit, l'État aurait gagné beaucoup de choses. On aurait employé des gens. Vous auriez payé des taxes à l'État. L'économie allait s'en ressentir. Mais vous ne pouvez pas condamner le peuple congolais et l'État congolais à garder un espace que vous n'exploitez pas et qui devrait bénéficier à l'État. Non, monsieur, je crois que vous êtes en erreur. Cet espace ne vous appartient pas. Et puis, vous n'avez aucun titre de propriété. Vous n'avez même pas une fiche parcellaire. Vous n'avez pas un certificat d'enregistrement. Parce que si l'espace vous appartenait, vous aurez dû avoir un certificat d'enregistrement. Vous n'avez aucun titre de propriété, à part ce soi-disant arrêté du ministre des Affaires foncières et de 1993. Non, je crois que il y a... Non, on a échangé pendant longtemps. Et puis à la fin, il me dit non,
il me dit en linga, vieux, ce qui est à Ndengwana, bon, somba kaka, somba espace en auto, te kele yoka. Oh, bote kele ngani, neza binote, na somba nini. Oh, vieux somba, au moni même na simakuna, espace za munene. Okoko somba même, kuna, osala, disusu, un supermarché, des choses. C'est lui qui me dit ça. Je dis non, mais même si je devais faire ça, non, ça on a yoté. Non, ça on a l'État pour les propriétaires. Non, non, vieux. Ça abisso. Bon, vieux, tout ça, ça c'est lui. Hein. Je prends Dieu à témoin. So i camarade na ye akoni yango menzamba zalaki na biso. O nyonso nazo loba na loba bosolo liboso ya nzambe. Na okosa bino bato menzambe na okosa te. Après au vieux, mais au monikaka bon. Toko makaba associé, quand ça biso ka na kata société. Je dis mais d'abord c'est pas ma société, je ne suis pas associé dans l'affaire. De deux, bon. Bah quand c'est bien la société pour quel apport? Vous apportez quoi? Oh non, vieux la kaka, hein? Tu as biso à 10% na kata société. Je dis non. Vous apportez quoi? Oh vieux, sur 10% ça est belé à 5%. Je dis non monsieur, ça ne se passe pas comme ça. Et j'étais fatigué, c'était un samedi vers 19h. Je dis bon, moi je dois fermer mon bureau, je dois partir, je dois me reposer. Il se met debout, oh vieux, nous avons carburant. Moi, je suis carburant. Bon, ce sont des jeunes avocats. Je prends $100, je lui remets, je dis bon, on s'en va carburant. En fait, je voulais me débarrasser d'eux. Je suis parti. Après, je crois, ceux qui. Lundi qui suivait, j'ai appelé l'inspecteur. Je dis, mais j'ai reçu ces gens, voilà ce qu'ils me proposent. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Mais voyez comment vous pouvez terminer cette affaire. Bon. Les gens sont restés dans le chantier 3-4 jours, ils ne travaillaient pas parce qu'ils avaient mis la mention suspension de travaux. Mais, vous savez, la population aussi est exacerbée par tous les faits et gestes que nous, intellectuels, nous posons sans en mesurer les conséquences. Parce que quand vous bloquez les travaux pendant 3-4 jours, pendant que les gens ont pris des dettes dans des banques pour faire cet investissement, il y a des frais qui en découlent, des intérêts financiers qui en découlent. Et il y a cette jeunesse, il y a ces jeunes gens qui ont vu l'espoir de trouver du travail. Vous savez, une station, c'est au moins une dizaine de personnes qui sont engagées. Si vous avez encore des camions ou la bureaucratie, vous pouvez aller jusqu'à une vingtaine de personnes. Ces jeunes gens, on leur a promis d'être engagés. Ils étaient dans l'impatience. Qui a effacé cette mention de suspension de travaux? Ça, je ne sais pas vous le dire. Mais je présume que ce sont ces jeunes gens. Parce que finalement, c'est eux qui assuraient la garde. Non, vieux, biso tozalia. Ceux qui baillent les sous-tokobenga na bango. Et puis après, les travailleurs ont repris les travaux. Et le parquet a envoyé des gens, arrêté 2 maçons qui ont été incarcérés au parquet de la Gombe. Je suis intervenu, j'ai appelé l'avocat général de la République qui avait les dossiers. Je lui ai parlé au téléphone. Il a demandé que j'allais voir avec les copies du dossier. Je suis allé avec les copies du dossier. La caissière autorisation, il dit, mais je ne savais pas ça. Il a donné l'ordre qu'on libère les maçons qui étaient au cachot. Et il a dit qu'il allait instruire l'inspecteur judiciaire pour à ça la confrontation entre gérant et avocat. Ils ont appelé le gérant qui est là, à Kendaki. Inspecteur judiciaire a auditionné, a auditionné, a zongisi a lobby kende, au Vanda, lobby oya pour confronter yona avocat. Mais ce que je peux vous dire, c'est que baka moi que on avait toutes les autorisations nécessaires. Et ils ne comprenaient pas. En fait, ils se sont rendus compte qu'ils sont allés très vite en besogne. Ils n'auraient pas dû suspendre les travaux. Ils auraient dû, après la plainte de cet avocat, appeler l'autre partie, confronter
Et pendant que l'affaire était en jugement, en ce moment-là, mais juste sur base de la plainte de ces soi-disant avocats, suspendre les travaux, je crois qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient allés vite en besogne. C'est pour ça qu'ils ont libéré les maçons et ils ont demandé qu'il y ait confrontation. Le jour suivant, quand lui il allait, l'inspecteur judiciaire l'a appelé. À l'obi naye koyate, naozela soki avocat wa naye, bon na bengio va confronter bien. Après, tout salani, avocat aya kalisu na parquet, inspecteur a bengité pour la confrontation. Siko tout salani. Mais na koko sayote, ba travaux ils ont gagné. Dans l'intérêt de la population congolaise, dans l'intérêt de l'État congolais et dans notre intérêt privé. Pas de travaux, ils ont gagné. Dites-moi, vous seriez à ma place au Lingako Salani. Ce n'est pas un terrain qui appartient à cette veuve. Cette veuve-là n'est même pas partie prenante. Ezali, avocat wana azo saba montage. Voilà. Donc vous aussi là à se plaindre, c'est devant l'État. S'il a à se plaindre, il peut, ce n'est pas que s'il a à se plaindre, il s'est déjà plaint à l'État, dont l'affaire est au parquet de Gombe. Venir dans les réseaux sociaux, c'est un montage machiavélique, politique, pour salir mon nom tout simplement. Bon, mais moi je suis habitué à ce genre de choses, j'ai les nerfs solides. Hein. J'ai les nerfs solides. Eza rancune te, ezali po, o tumbolinga pamba, au Lukinga Bitumba, alors Zala Makasi. Nazoko avertir Moutounion surtout, Oyo Ayebike, à Lukinga Bitumba, ou bien au Azana projet à Kolukanga Bitumba. Soko Lukinga Bitumba, Toko Bundati Nasuka. Constantin Mengele, Lobana, Nandenge na Lobia, Constantin Mengele Asani. Mabe à Constantin Bengele Zani. Oyokinga, Kendepe, Bengape avocat, n'a pas si comme il y a un téléphone à Vodacom. N'a pas son numéro à avocat. Maintenant, là, ça y est, français, il y a avocat. Pour le moment, avocat, Moussousso, Boyebi, qui est avocat. Là, là, ça y est. Tout là, pour ça, la précédente, Ngaï, Tozana Bino. Pour vérité, il faut l'Obama. Vérité, il faut l'Obama. Dans l'entretemps, on peut avancer. Nous sommes presque à la fin. On peut voir... Yango, Yango copie, avocat Moussousso Tozana Bango Congo. Yango. Natangela Bino, hein? Bonsoir, honorable. Comme avocat, na otanga comme Maître Petrus Kalala. Azalaka, je regrette. Moutou Azalaka, vraiment directeur de cabinet. Il y a un ministre de l'Industrie. Les assommes pour le Congo. Bonsoir, honorable. Nous avons les regrets des constats. Pas les regrets des constateurs. Nous avons les regrets des constats. Faute à clavier. Faute belé clavier. Tika, ils sont tout au commun. Il faut, peuple congolais, il faut aller bango. Nous avons les regrets des constats. Que, au-delà, que, même pas qu'au-delà, non, que, au-delà, on appelle ça clavier, hein, que au-delà de suspension, pas au-delà de la suspension, au-delà de suspension, des travaux, du cadastre, et à 2 reprises de la justice. Vous êtes vraiment déterminés, vous êtes vraiment déterminés. Déterminés, pas au participe passé, hein, à l'infinitif. Avocat Petrus Kalala. Azaka, directeur de cabinet et ministre de l'Industrie, Ilunga Leu, Boye Bango. Vous êtes vraiment déterminés à nous ravir cette parcelle. Et c'est au-delà des parcelles que vous avez. Boyo Kamote Mamabé, jalousie. Vous êtes déterminés à nous ravir cette parcelle et c'est au-delà des parcelles que vous avez. Donc, il y a Mote Manaye et Zokaka. Ponga Nazamba parcelle. Asenga pa epé Banzamba. Atika. Mais laisse-moi, ça c'est un, mais laisse-moi vous dire que ça sera sur nos cadastres. Il voulait écrire cadavre. Clavier, ignorance. Parce qu'un intellectuel, quand tu fais un test,
Ce qui est à moi, S, moi, accent, c'est faute de clavier. Mais ce qui au monde que momoko comme parce que tant au ça le message, au saisi message. Avant tu dans tu relis que vous allez marcher que ça sera sur nos cadastres que vous allez marcher. Marcher à Tchango, pas à l'infinitif, hein, mais au participe passé. À Yekola Wapi. Ça, c'est un avocat. Des gens comme ça, on peut évoluer avec eux. Bon. Honorable, il y a une question en suspens. Tout le monde dans les territoires des Mouéka. Il se pose un problème. On le sait très bien que Mouéka, à un moment donné, avait deux grandes personnalités politiques. Vous étiez en même temps politique et expert, vous venez de le dire tout à l'heure. On ne se cache pas, c'était Évariste Bouchard à l'époque et Constantin Benguele. Il y a un autre nom qui émerge dans ce territoire. On parle de Martin Écoute. Quel différent y a-t-il entre vous deux? Nous sommes à cœur ouvert. Oui. Parlez-nous. C'est vous qui prononcez ce nom-là. En mon cas, ce nom-là, c'est dans le mal. Oui, je reconnais. Il a exercé de hautes fonctions. Il était directeur de cabinet du chef de l'État, président de l'Assemblée nationale, secrétaire général du PPRD, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Bon, je le lui concède. Je le respecte pour ça, quel que soit tout ce qu'on peut dire. Mais, le nom qui émerge à Mouéka, il n'y a qu'un seul nom. Le nom tous ces noms que vous citez là n'émergent pas à Mouéka. C'est le nom de Mbenguele. Je ne me vante pas, je dis vrai. Parce que ce nom est cité parce que c'est le nom qui est proche de la population. Parce que c'est le nom qui prend conscience des difficultés de vie quotidienne de la population. Bon, maintenant, si vous voulez voir à travers d'autres domaines, bon, sur lesquels je ne vais pas revenir ici, vous pouvez citer les noms que vous voulez citer là. Mais il n'y a pas un troisième nom qui émerge. Il n'y a pas. Écoutez, je ne veux pas revenir sur les élections de 2018. Je ne veux pas revenir. Mais la vérité, vous la connaissez. Vous connaissez cette vérité. Je suis le député national. Le mieux élu. Naturellement et fièrement par la population du territoire de Mouéka. Je ne m'en vante pas. Les gens peuvent venir protester, ils peuvent tenir un autre langage, mais la vérité c'est celle-là. La vérité c'est celle-là et elle mérite d'être dite. Bon, je n'ai pas dit que les autres ne sont pas des députés nationaux. Oui. Bochaba a été élu, mais il n'était pas le premier élu. Le premier élu de Mouéka, le meilleur élu, c'est moi. Moi d'abord, Madame Isabelle Mboulou après, et Bochab le troisième. Je connais même le nombre de voix. Mais ça, c'est un contentieux électoral. Bon, nous nous en tenons à ce que la Cour constitutionnelle a publié comme résultat. Nous acceptons. L'essentiel, nous sommes des députés nationaux. Dommage pour Madame Mboulou Isabelle, qui a été élue, mais qui par la magie machiavélique se retrouve en dehors de l'Assemblée nationale. J'espère que les choses se porteront autrement. Mais c'est Constantin Benguele. Voilà. Et les dossiers écoles en réhabilitation? Les dossiers écoles, attendez, ces dossiers-là, vous savez, je suis député national. J'ai été élu par cette population. C'est vrai, les gens aiment bien, il y a certaines personnes qui aiment dire non, mais ce n'est pas le travail d'un député national de construire des écoles, de construire des hôpitaux ou de faire des ponts. Lorsque j'entends des personnes dire ça, je dis, mais ils n'ont pas de cœur. Ces gens n'ont pas de cœur. Lorsque nous construisons
une école ou que nous construisons un hôpital. D'ailleurs, je ne le fais pas maintenant que je suis député national. Je l'ai fait avant même que je ne sois ADG du FPI. Allez vérifier sur terre. Je n'étais pas encore ADG du FPI. Quand j'ai commencé à donner des tôles à des écoles ou à construire l'école, par exemple du village de mon père aujourd'hui, c'est une école secondaire complète, une extension du collège dans lequel j'ai étudié. Et c'est l'une des très bonnes écoles, mais c'est moi qui l'ai construite. Je n'étais pas encore ADG. Moi, je l'ai fait dans les cadres de la miséricorde divine. Je l'ai fait dans les cadres de la générosité, de la libéralité. Je suis un des rares fils de Mweka que Dieu a élevé à des fonctions importantes. J'aurai encore des fonctions beaucoup plus importantes ou aussi importantes que celles que d'autres ont exercées. Je crois que Mweka serait aujourd'hui un paradis terrestre. Je n'ai été qu'un petit ADG et j'ai fait des actions que j'ai faites. Vous savez, moi j'ai étudié dans une école primaire en matériaux durables, de prêtre Joséphine. Au collège, j'étais dans une école, nous avons été là, je crois que il y a des gens qui ont vu ça. Mais écoutez, moi j'ai terminé l'école primaire en 1973. Je crois que beaucoup parmi vous n'étaient pas encore nés. En 1973. Mais, c'était une école en matériaux durables. Mais aujourd'hui, vous allez à Mweka. Et principalement dans les axes ou dans les postes d'État de ceux que vous avez cités là. Ce sont des écoles en paille, en chaume, monsieur. Vous êtes digne de ça? Vous êtes fiers de venir de là? Vous êtes vraiment fiers que Dieu vous ait élevé à de si hautes fonctions et que les écoles de votre poste d'État, de votre collectivité et même de votre village, surtout de votre village, soient encore en paille, en chaume. Quand il pleut, on doit interrompre les cours parce que il y a quand il y a des intempéries, toutes sortes d'intempéries. Et ça, nous sommes en plein 21e siècle. Mais, Congolais, soyons sérieux. Hein? Soyons sérieux. Que les gens ne vous disent pas, non, c'est parce que lui, il avait beaucoup de moyens. Quels moyens? Nous avons les mêmes moyens. Peut-être un peu plus, mais aujourd'hui, nous sommes à l'Assemblée nationale, nous avons tous les mêmes émoluments. C'est autour de 15 ou 16 millions de francs congolais. Mais je fais un sacrifice pour la population. Je fais un sacrifice pour la population. Et je fais construire des écoles. Ce n'est même pas dans mon poste d'État, ce n'est même pas dans mon axe. C'est dans l'axe des Kouktikok. Voilà qui met un terme à cette... Merci de nous avoir accordé cette interview à cœur ouvert. D'évoquer parce que toutes les questions, même celles considérées sensibles, et je tiens à remercier également mes confrères à mes côtés, notamment Trésor Kalafaï de Congo Web et José Ipaché de Top Congo. Nous vous disons merci et à la prochaine.